Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière que je vais vous proposer. En effet, en ce début d'année, vous avez peut-être décidé de participer à des grosses randonnées vintage comme l'Heroica ou l'Anjou Vélo Vintage. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment préparer au mieux ces randonnées. Alors on ne va pas parler de l'entraînement physique, là je vais surtout vous expliquer comment préparer votre vélo et puis tout faire pour que ces randos se passent bien. C'est important de bien choisir son vélo parce que ces randonnées sont des randonnées longues. Donc choisissez un vélo que vous connaissez bien, un vélo confortable, un vélo sur lequel vous êtes bien installé. Et surtout, ne faites pas l'erreur de partir avec un vélo que vous avez restauré la semaine d'avant. Restaurez votre vélo et puis allez faire plusieurs sorties, d'abord des sorties courtes puis des sorties longues, comme ça vous arriverez à repérer les petits soucis mécaniques, les dérailleurs mal réglés, les écrous qui se dévissent, et avec un vélo bien préparé comme ça vous serez sûr de passer une belle randonnée. Concernant les braquets à adopter, pour l'Anjou Vélo Vintage, la randonnée fait 130 km, mais il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, il y a certaines parties montantes qui sont très sablonneuses, donc il faut quand même un petit peu de braquet. Donc pour l'Anjou, moi je pense qu'avec un 42-28, vous devriez arriver à passer partout. En revanche, pour l'Heroica, là, c'est quand même un parcours qui est beaucoup plus long. Et puis la Toscane, c'est vallonné. Donc vous avez des bosses, des collines qui sont quand même très raides. Pas forcément longues, mais raides, avec des pourcentages parfois au-dessus de 10%. Donc si vous pouvez monter un triple plateau avec un petit plateau de 32 et une roue libre de 32-28, je pense que voilà, pour l'Heroica, 32-28, ça peut être un bon choix. Choisir les bons pneus, c'est important parce que sur ce genre de randonnée, une partie du parcours se fait sur des routes qui ne sont pas goudronnées, sur des chemins en terre battue ou en gravier. Donc vous risquez très souvent de crever. Et il faut bien que vous vous disiez que vous allez peut-être crever une fois ou deux. Donc c'est important d'avoir des bons pneus pour pas être embêté pour ça. Alors moi je vous parle de pneus parce que partir avec des boyaux, les boyaux et d'une c'est très fragile et puis c'est plus compliqué à réparer. C'est-à-dire que si vous crevez deux fois, vous ne pouvez pas réparer vos boyaux avec une rustine, il va vous falloir deux boyaux de rechange. Donc ça va vous faire beaucoup de poids sur le vélo. Alors qu'avec des pneus, si vous partez avec plusieurs chambres à air et des rustines, vous allez pouvoir toujours vous débrouiller. Au niveau des pneus, moi je vous conseille des pneus de section 28 parce que c'est le bon compromis entre le roulage sur route goudronnée et puis le confort et l'adhérence sur les parties en gravel. Donc j'ai pas testé tous les pneus qui existent sur le marché, il y en a vraiment beaucoup. Là je vous ai fait une sélection de 3 pneus qui ont un look vintage, c'est-à-dire que les flancs sont beiges et la chape est noire. Moi je trouve que c'est quand même plus joli. Des pneus tout noirs, je trouve que ça alourdit la silhouette du vélo et puis ça ne correspond pas au look vintage de ces vélos d'époque. Donc on va voir ces trois pneus que je vous ai sélectionnés. Le premier c'est ce pneu, c'est un pneu de la marque Deltire. Ces pneus vous allez les trouver autour de 10 € sur internet et même des fois en grande surface. Alors avec ces pneus, j'ai fait 2 fois l'Anjou et je n'ai jamais crevé. C'est des pneus qui sont vraiment costauds. La contrepartie, c'est qu'ils sont quand même lourds, hein. Ils pèsent dans les 500 grammes. Mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de matière sur la chape en caoutchouc. Et donc, ça leur donne une solidité et ils ne crèvent pas souvent. Le petit point négatif de ces pneus, c'est qu'au bout de quelques temps, au bout d'un an, les flancs commencent à se craqueler, mais ça n'enlève en rien la solidité de ces pneus, donc ça peut être un bon choix assez économique. Le second pneu que je voulais vous présenter, c'est un pneu de chez Michelin, c'est le Dynamic Classic. Alors là aussi, on est sur un pneu qui coûte une dizaine d'euros. Voilà, le Dynamic Classic, ça aussi c'est un pneu qu'on trouve facilement. Alors ce pneu, ça fait 3-4 mois que je roule avec tous les jours sur mon vélo taf.
l'hiver. J'ai pas eu de problème de crevaison. C'est un pneu qui est un petit peu plus léger. Celui-là doit être autour des 300-350 grammes. Et j'ai vu que certains avaient beaucoup de problèmes de crevaison et des problèmes d'adhérence. Moi, pour l'instant, j'ai pas remarqué ça. Donc, c'est peut-être un bon choix ou pas. Je sais pas trop. Je le connais pas assez. Mais j'ai quand même roulé en gravel avec. Je l'ai bien maltraité. J'ai roulé sous la pluie. Donc voilà, j'ai jamais eu de soucis avec. Voilà, c'est peut-être un choix que vous pouvez faire. Là aussi, il a des flancs beiges, donc il s'accorde plutôt bien avec nos vélos anciens. Donc voilà, ça c'était pour le Michelin Dynamic Classique. Le troisième et dernier pneu que je voulais vous présenter, c'est mon préféré. C'est un Véloflex Master 28. Alors là, on n'est plus tout à fait sur la même gamme de prix, puisque ce sont des pneus qui coûtent autour de 35-40 euros. Mais le gros avantage de ces pneus, c'est que ce sont des pneus avec des flancs en coton, donc ça ressemble beaucoup au confort et à l'adhérence d'un boyau. Ce sont des pneus, pareil, ceux-là, j'ai fait 2 fois l'enjou avec et j'ai jamais crevé. Donc c'est quand même assez solide. Les Master 28 ont une petite chape en diamant. Ça c'est plutôt joli, vraiment à 2 mètres on dirait des boyaux, donc je trouve qu'esthétiquement ils sont vraiment très bien. Et puis en termes de confort, aussi bien sur goudron qu'en gravel, ils sont vraiment très efficaces. C'est un très bon compromis pour moi, et je pense que pour mes prochaines randonnées je continuerai de rouler en Master 28. Quels que soient les pneus que vous allez choisir, il est très important de bien gonfler ces pneus à la bonne pression. Alors, qu'est-ce que c'est la bonne pression? Ça, c'est pas facile à définir. Moi, j'ai fait beaucoup d'essais. Je suis même allé rouler dans le sable au bord d'un lac. Et puis, j'ai beaucoup roulé en gravel et sur route. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver un compromis. Donc, moi, je vous donne une fourchette de pression qui est entre 4,5 kg, 5 kg, sachant que je pèse 70 kg. Là aussi, la pression va dépendre du poids que vous faites. Plus vous allez être lourd et plus il va falloir gonfler. Alors, le problème, c'est que si vous gonflez pas assez vos pneus, vous risquez de pincer. C'est-à-dire que sur un choc, le pneu et la chambre à air vont se plaquer contre la jante et là vous allez percer votre chambre à air. Donc rouler avec une trop faible pression, c'est pas bon. En plus de ça, si votre pneu est pas assez gonflé, vous allez vraiment vous traîner sur route, sur le goudron. Donc là, c'est pas très bon. À l'inverse, si votre pneu est trop gonflé, vous allez bien rouler, vous allez avoir un bon rendement sur route. En revanche, sur les secteurs gravel et sur le sable, comme votre pneu ne va pas s'écraser beaucoup, vous allez avoir une faible surface de contact avec le sol, donc vous allez avoir un problème d'adhérence, et notamment dans le sable, si votre pneu est trop gonflé, il va se planter littéralement dans le sable. Donc voilà, il faut arriver à trouver le bon compromis pour avoir la bonne surface de contact avec le sol, ni trop peu. Moi je vous conseille de faire des essais, de voir votre ressenti, de regarder le compromis entre gravel et goudron, et puis comme ça vous partirez sur de bonnes bases. La crevaison, c'est vraiment la panne qui peut vous arriver le plus souvent sur ce genre de randonnée. Donc n'oubliez pas d'équiper votre vélo avec une pompe qui marche bien, ça c'est la base. Maintenant on va voir ce qu'il faut prendre pour réparer une crevaison. Le plus simple pour réparer une crevaison, c'est d'avoir une chambre à air. Mais ça peut être utile d'en emporter 2 parce que ça prend pas beaucoup de place et comme ça vous fera des réparations beaucoup plus rapides. Pour remplacer une chambre à air, bien sûr, il vous faut des démonte-pneus. Donc ça, c'est des modèles Michelin en plastique. Il en existe tout un tas de sortes. Mais voilà, ayez toujours 2 démonte-pneus. Sinon, vous n'arriverez pas à démonter votre pneu, à réparer votre crevaison. Si par hasard vous crevez beaucoup, c'est toujours utile de prendre des rustines. Donc prenez des rustines de toutes les tailles.
Là, voilà, 4 rustines. Déjà, vous avez de quoi voir venir. Et avec les rustines, bien sûr, il vous faut le tube de dissolution. Alors faites attention parce que bien souvent, on ne l'utilise pas. Et le jour où on va l'utiliser, la dissolution est sèche dans le tube. Donc ça, on le voit en appuyant dessus. Là, on voit que la dissolution est encore liquide. Donc ça, c'est bon. Et puis, le petit papier de verre pour frotter la chambre à air avant de mettre la dissolution et la rustine. Sinon, vous avez aussi ce genre de rustines qui existe. Il y a différentes marques qui en fabriquent. Ce sont en fait des rustines autocollantes. Donc c'est un autocollant qu'on va venir poser. Ça marche très bien. L'avantage, c'est que ça fait des réparations qui sont beaucoup plus rapides au bord de la route. Donc ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien combiner les rustines classiques et les rustines autocollantes. En plus de ce qu'il faut pour réparer une crevaison, c'est pas mal de prendre un petit peu d'outillage. Alors partez pas avec tout l'outillage que vous avez dans votre garage ou avec votre grosse caisse à outils. On va voir vraiment le strict minimum, mais qui peut être très utile et qui peut nous sortir d'embarras et réparer les petites pannes qu'on peut rencontrer. Pour ça, voilà le petit kit de survie que je vous conseille d'avoir. Donc tout d'abord un multitools. Alors sur ce multitools, vous avez plusieurs clés Allen. Donc ça, c'est très pratique, notamment pour rebloquer une potence, un guidon, un dérailleur, des freins. Voilà, ça c'est quand même pas mal d'avoir ça. En plus, sur ce multitools, il y a donc un tournevis plat. Ça, c'est pratique pour régler un dérailleur. Il y a aussi un tournevis cruciforme, là aussi, très bien pour régler un dérailleur. Et puis surtout, il y a ce petit dérive-chaîne. Donc en fait, il faut dégager le manche comme ça. Et là, on a ce petit dérive-chaîne. Voilà, il est tout petit. Mais c'est quand même très pratique d'avoir un dérive-chaîne parce que si vous avez un problème, au moins vous avez l'outil adéquat. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je trouve que dans très peu de place, on a un multitools qui est assez efficace. Le problème de ce multitools, c'est qu'il n'y a pas de clé plate. Donc moi, j'ai cette clé en tôle. Voilà, c'est une clé qui fait 8, 10, 12, 13, 14, 15. Donc c'est quand même assez pratique. Alors 8, c'est très bien pour rebloquer un frein par exemple, ou rebloquer des patins de frein ou un câble de dérailleur. Voilà. Après les autres sont un petit peu moins utiles. 15, ça peut être sympa parce que si vous avez une pédale qui se débloque, vous pourrez au moins la revisser comme ça et puis aller jusqu'au prochain ravitaillement pour avoir des vrais outils et rebloquer vraiment votre pédale. Mais ça peut au moins vous sortir d'embarras. Toujours, je vous conseille de prendre une attache rapide si votre chaîne est équipée d'attache rapide, parce que ça, c'est pas lourd et ça peut permettre de réparer facilement une chaîne cassée en deux. Et puis notre petit dernier truc, alors là ça n'a pas de nom, c'est un bout de vieux pneu sur lequel j'ai enlevé les tringles sur les côtés. Alors ça c'est intéressant parce que s'il y a beaucoup de cailloux et que votre pneu explose ou que votre pneu se fend sur le côté, vous mettez cette pièce de caoutchouc, ce morceau de pneu à l'intérieur du pneu, vous remettez une chambre et ça vous permettra de terminer votre randonnée. Donc voilà un petit peu mon kit de survie. Maintenant, il va falloir trouver un système pour mettre tout ça sur votre vélo. Donc l'idéal, c'est d'utiliser une sacoche de selle. Alors il existe beaucoup de sacoches de selle différentes. Moi aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui est vraiment unique. En fait, j'ai un ami qui a lancé un produit, une nouvelle sacoche de selle avec un nouveau concept. Cette sacoche de selle s'appelle la besace. Donc pour l'instant, c'est pas fabriqué parce qu'il cherche encore des fonds pour produire les premières quantités de sa besace. Donc il a créé une cagnotte. Je vous mets le lien en ligne. Voilà, si vous pouvez lui donner quelques euros au passage, vous allez voir que ce produit est quand même très intéressant parce qu'il a un concept qui ressemble à aucun autre et je le trouve vraiment très bien. Alors vous allez voir que cette besace, ça ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Ça ne ressemble pas aux autres sacoches de selle.
Vous avez un bandeau comme ça qui est élastique et à l'intérieur, il y a des poches qui vont nous permettre de placer les outils, les chambres à air, les démonte-pneus. Voilà, il y a des compartiments d'un peu toutes les tailles. Et là, par exemple, j'ai un compartiment un peu large. Donc, je vais pouvoir introduire le multitools. L'élastique est vraiment costaud. Donc, vous voyez qu'une fois le multitools à l'intérieur, ça ne bouge pas, ça ne risque pas de tomber en route. À côté, on a un compartiment un peu plus étroit. Donc là, on va pouvoir mettre, par exemple, les démonte-pneus. Voilà, comme ça. Ensuite, à côté, je vais pouvoir mettre ma clé plate. Voilà, qui tient très bien. Là, je vais pouvoir mettre mon petit bout de pneu qui me sert en cas d'explosion de pneus. Voilà. Vous voyez que ça bouge pas, ça tremble pas, ça fait pas de bruit. C'est quand même vachement sympa. Alors, tout le nécessaire, rustine, dissolution, attache rapide, j'ai mis ça dans un petit sac parce que ce sont des petites pièces, donc il ne faut pas les perdre. Et ça tombe très bien parce que là, je vais pouvoir mettre mon petit sac ici. Voilà. Et là, il me reste une grande poche. Vous voyez que c'est très extensible. Donc, je ne vais pas mettre une chambre à air, je vais mettre 2 chambres à air. Et ça, c'est quand même le top. Voilà pour une. Hop. Et voilà pour l'autre. Alors, vous voyez que l'élastique est costaud. C'est pas forcément simple de rentrer les chambres à air. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est dedans, ça bouge plus et vous risquez pas de perdre ça. Et vous allez voir que le volume est quand même pas énorme. Ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Donc là, mes 2 chambres à air sont installées. Donc j'ai 2 chambres à air. J'ai mes rustines, ma clé, mon bout de pneu, les démonte-pneus, le multitools. Et là maintenant, je vais vous expliquer comment ça se monte sous la selle. Pour l'installation sous la selle, on va passer la bande en élastique dans le chariot de la selle. Voilà. Ensuite, on a 2 pressions qui vont nous permettre de fixer la besace sur le chariot de la selle. Donc là, grâce à ces 2 pressions, la besace est accrochée à la selle. Il ne reste plus qu'à l'enrouler sur elle-même. On a une première bande avec du velcro pour attacher. Et une deuxième bande avec de l'élastique pour la fixer. Et là, vous voyez, ça tient bien, tout est bloqué, ça ne bouge pas. Je trouve vraiment que ce système est super. Le gros intérêt que je trouve à ce système de besace, c'est que quand vous avez besoin d'un outil ou de réparer une chambre à air, il vous suffit d'ouvrir la besace et là, à ce moment-là, vous avez tout qui est présenté, bien séparé dans chaque casier. Alors qu'avec une sacoche de selle classique, tout est en vrac et bien souvent au bord de la route, si vous bricolez dans l'herbe, vous êtes obligé de tout sortir et à tous les coups, vous risquez de perdre un démonte-pneus ou bien votre tube de dissolution dans l'herbe. Alors que là, tout est bien rangé dans les différents petits casiers, vous ne sortez que ce dont vous avez besoin et vous ne perdez pas le reste. Voilà, je vous rappelle que c'est un ami qui lance la fabrication de cette besace. Il a besoin de vous pour démarrer. Donc, si vous pouvez donner quelques euros sur sa cagnotte, je vous remets le lien ici. N'hésitez pas, ça me fera plaisir parce que vraiment, je trouve que ce produit n'existe pas sur le marché et qu'il apporte vraiment quelque chose de sympa. Et puis, c'est quand même un produit qui est fabriqué en France, qui est conçu en France. Donc, je trouve que c'est important de soutenir de jeunes entrepreneurs comme Nicolas. D'ici là, j'espère que la situation va s'arranger et qu'on pourra participer à l'Heroica ou à l'Anjou Vélo Vintage. D'ailleurs, si vous y participez, n'hésitez pas à venir me voir si vous me croisez, ça me fera vraiment super plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile cette année ou l'année prochaine. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.